que c'est une guerre, la joie. La semer ou la récolter, c'est un choix. J'ai besoin, en fait, de créer du sourire. C'est carrément maniaque. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est super rugueux, je vais vraiment me dire dans ma tête, je ne quitterai pas cette salle sans que cette personne sourie. Parce que bon, je joue au Dalai Lama, mais je suis folle en vrai. Enfin, je veux dire, je ne le suis plus parce que je change, heureusement. Mais en vrai, j'étais quelqu'un de super impulsif. Je m'énervais contre n'importe quoi. Ah ouais? Ouais, j'étais hyper impulsive. Et vraiment, je joue un rôle. Mais c'est-à-dire que je joue un rôle. Je me dis vraiment, je fais, mais tout est faux. Camille, elle doit pleurer. Camille, elle doit s'énerver. Camille, Ouais, mais elle peut pas toujours être dans le avec, contrôle des émotions. ouais, mais pas avec, pas trop avec des gens. Salut Camille, Bonjour, ça va? ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Je dis ça va. Je pourrais dire ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va en pleine Maintenant forme. que j'ai lancé ce nouveau trend Ouais. du ça va, ça va. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait référence à ton spectacle. Tu es en tournée dans toute la France avec Ça va, ça va. Tu seras à Paris aussi à partir du 14 septembre, tous les dimanches au théâtre de l'Atelier. Exactement. J'imagine, du coup, je te pose une question. Tu es hyper contente. Ça va plus que bien là avec ce spectacle. Bah, le spectacle, c'est mon refuge. Parce que c'est mon espace de liberté totale, c'est création 100%. J'y raconte tout ce que j'ai envie d'y raconter et qui me fait du bien et qui, j'espère, fait du bien aux gens. Et en plus, dans cette forme-là du spectacle ça va, là, j'ai invité des gens qui me sont très chers. Et donc, j'ai des surprises dans le spectacle. Des gens de ta sphère à toi, Ouais. des gens qu'on Ouais. connaît nous en Ouais, tant c'est que comme, grand c'est public. comme il y a des petites surprises. Il y a des Mm. petites surprises dans le spectacle pour le spectateur. Et déjà, la première surprise, c'est que je ne suis pas seule en scène parce qu'il y a un musicien. Parce qu'en musique, tout va mieux. Donc, comme le spectacle est sur la santé physique et mentale, eh ben, j'ai mis pas mal de musique dans le spectacle. Et du coup, je ne suis pas seule. J'ai un musicien hyper talentueux, musicien-acteur qui est avec moi. Donc, voilà. Je suis très heureuse. À chaque fois que je le joue, c'est vraiment une bulle, quoi. Et beaucoup de joie pour toi, j'imagine, de jouer ce spectacle. Je pense que c'est l'un des endroits où je me sens le mieux au monde, la scène. Alors que pourtant, tu es exposée. C'est rigolo parce que tu es quand même au contact du public. Et il y a certains artistes qui pourraient se sentir un petit peu sur un fil, autant protégés qu'en danger, parce que Je me suis jamais sentie en danger sur scène dans un de mes spectacles. Parce que je le vois pas, à part les 10 premières minutes ou juste avant le spectacle, ou comme n'importe quel artiste, je ressens du trac, enfin, du stress naturel, c'est-à-dire une montée d'adrénaline. Je vais pas dire que je l'ai pas, parce que je l'ai, et je l'ai même presque de plus en plus. Donc c'est pas du tout un truc qui disparaît, moi, avec le temps. Je parlais par exemple avec Hakim Gemili, qui fait énormément de spectacles, et qui n'a jamais, comme moi, il n'a jamais arrêté les dates de spectacle en continuant son activité cinéma et tout. Et il me dit, c'est l'endroit où je stresse le moins, moi. Et moi, je lui dis, c'est pas tout à fait ça. J'ai quand même une appréhension légère quand je crée le spectacle ou dans les premières dates et tout. Mais en revanche, une fois que c'est parti, je n'ai pas du tout de... Je ne me sens... Enfin, c'est un endroit où je me sens complètement à ma place et au bon endroit et dans une connexion extrêmement agréable avec autrui. Par exemple, quand je traverse Paris en vélo, comme pour venir te voir, je ne me sens pas précisément connectée de manière hyper peaceful avec autrui. Il faut vraiment le créer. Parce qu'à tout moment, je me dis, waouh, quand même, un trajet en vélo dans Paris, c'est une expérience. une expérience d'agressivité, waouh, extrêmement lourde. Et vraiment, c'est genre, tu vois, tu comprends la violence contemporaine en 25 minutes. Autant vraiment sur scène, je trouve que les gens, en fait, ils viennent pour se connecter à quelqu'un. Déjà la personne sur scène et entre eux, parce qu'ils viennent à plusieurs ou en couple ou quoi. Et en fait, il y a une énergie dans une salle pour un spectacle d'humour qui est très particulière, qui a une énergie de réception chez tout le monde. Donc, c'est comme si c'est de la biologie, quoi. Comme si le moment où toutes les petites fleurs s'ouvrent, tu vois, tout le monde est en alerte positive, en fait. C'est de l'alerte positive, là où on est souvent en alerte négative dans notre vie, dans tu notre vois. quotidien, ouais. Et là, tu es en alerte positive et moi-même, je reçois énormément. C'est-à-dire que, faut dire la vérité, je donne beaucoup, je travaille énormément pour faire un spectacle.
Mais je reçois aussi énormément. Du public et de la joie et t'en donnes. Et c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. Tu as choisi la joie. Ouais. C'est-à-dire que tu la cultives au quotidien. Pourquoi c'est important, ce thème de la joie pour toi dans ta vie? Comment elle s'exprime, la joie? En fait, je trouve que c'est une guerre, la joie. Enfin, c'est un combat, la joie de Camille. Oui, c'est un combat. C'est-à-dire que la semer ou la récolter, c'est un choix. Et donc, je dis ça parce que je pense que dans toutes les catégories socio-professionnelles et tous les endroits de la société, il y a des difficultés, chacun à son échelle, mais tout le monde a des difficultés à vivre. Et il y a une espèce de constat, enfin, je sais pas, la dépression a quand même gagné l'humanité, quoi. Enfin, c'est genre... Bon, c'est le truc le plus partagé par les hommes, la difficulté à vivre ou la... Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un axe de se dire où est-ce qu'on peut trouver ou créer de la joie ou des moments de joie. Alors évidemment, moi, c'est un peu mon métier parce que je me dois de fabriquer des moments de joie, parce que c'est un peu ce que les gens viennent chercher. Enfin, j'espère que quand ils sortent au bout d'une heure 25 de spectacle, ils sont remplis de joie, parce que sinon, c'est quand même dommage de leur demander de payer une place. Voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est carrément mon métier. Donc, c'est comme s'il y en a qui savent fabriquer des baguettes. Moi, il faut que je m'en préoccupe de la joie, de qu'est-ce qui crée une sensation de joie ou de bien-être ou d'apaisement, de rire et tout ça. Comment tu crées ça? Donc évidemment, comme c'est mon métier, je m'y suis intéressée de manière particulière, mais je pense que c'est mon métier parce que j'ai je ne sais pas si j'ai une dose de sérotonine supérieure dans ma chimie cérébrale à d'autres personnes, mais j'ai une inclinaison naturelle pour... essayer depuis que je suis née quasiment. Oui, j'allais dire, depuis combien de temps tu sens ça? Depuis que je suis née, je me dis, j'ai besoin en fait de créer du sourire. C'est carrément maniaque. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est super rugueux, je vais vraiment me dire dans ma tête, je ne quitterai pas cette salle sans que cette personne sourie. En fait, je vais me dire, je te contournerai, je contournerai l'obstacle. Arrête en fait de me résister. Il faut que tu souris à un moment donné. Et je sais pas, hier j'allais rendre visite à une pote et il y avait une sorte de petit bateau pour aller chez elle, parce que c'est sur une petite île. Et le mec qui tenait le petit bateau, tout le monde me dit, ah non mais lui il est tu vas passer un sale trajet. Le mec ne sourit jamais et tout. J'étais là, je vais relever le défi. Ça m'étonnerait. C'est vrai, ok, et c'est vraiment, des défis pour le toi. mec est hyper bougon et tout, et puis au bout d'un quart d'heure, je trouve il y a quand même toujours un axe, quoi. Il y a toujours un endroit où tu peux, j'allais dire une faille, mais c'est pas une faille, c'est plutôt une ouverture, où tu peux choper quelqu'un. Et pareil pour un spectateur, et pareil pour quelqu'un dans la vie en général. C'est-à-dire que la bougonnerie, c'est une résistance, en fait, à la joie. Mais ça veut dire que tu regardes quand tu es sur scène, les spectateurs, par exemple, du premier rang. Et qu'est-ce que tu vas faire, par exemple, si jamais t'en vois un qui est là, comme ça Déjà, je le prends jamais de manière personnelle. Je le prends jamais pour moi. Je me dis jamais... ok, c'est le mec qui se fait horriblement chier. Enfin, pardon, passe-moi l'expression. Je me dis jamais, genre, ok, c'est une tanne et tout. Je me dis, genre, vraiment, il y a une grosse résistance. Bon, la personne est trop engluée. Tu vois, une sorte de mouche collée dans son... Tu vois, je me dis, la personne est trop engluée dans son truc. Donc, généralement, je m'adresse beaucoup aux gens. Quand je vois quelqu'un qui fait la gueule ou qui est en train de s'endormir aussi, ça peut arriver. Je vais beaucoup m'adresser à la personne. Mais j'ai plus du tout, comme j'avais au début quand j'ai commencé le seul en scène, d'agressivité sur les personnes qui sont... Tu pouvais les engueuler. Ah ouais, tous les artistes te raconteront qu'à un moment donné, ils avaient envie de hurler sur une personne qui rit jamais, quoi. Enfin, vraiment, t'as des moments où t'es là, genre, c'est horrible. Et les gens qui commencent l'humour... je parlais l'autre jour avec Mogiz, tu vois, Mogiz, ce mec, c'est son premier spectacle. Il est super connu sur Insta et TikTok et tout ça, mais il fait son premier spectacle en ce moment. Et il me disait, ouais, j'ai une salle super dure à la fin. Carrément, j'ai dit, j'arrête de leur donner. Et j'ai dit, je comprends hyper bien le réflexe parce que ça nous est tous arrivé. C'est
obligatoire. Tu le prends pour toi. Mais c'est de l'ego, oui, c'est ça que j'allais dire. Tu penses que c'est l'ego de l'artiste quand même qui Non, tu te dis, s'exprime? ouais. Tu te dis, ils sont méchants, quoi. Et- Moi, je suis super, mais alors Ouais. ils sont archi nuls. En fait, alors que tu vois, c'est normal en fait. Tu as du mal à te remettre en question dans l'instant parce que tu es vraiment en train quand même de livrer un truc fort et tout. Tu as beaucoup travaillé, puis il y a des gens qui sont des portes de prison. Mais en fait, chacun a le droit de ses goûts, de ses moments, etc. Donc oui, j'ai l'habitude d'aller chercher les spectateurs, ça c'est sûr. Donc, les spectateurs viennent te voir, viennent voir la comédienne, l'artiste. Et Camille, dans la vie, qu'est-ce qui te donne de la joie si on parle de la femme? Là, tu nous as dit, la comédienne crée la joie. C'est Ouais. ton métier. Enfin, Inch'Allah. T'essayes, voilà. Ouais, et du je moins, au premier rang, il faut qu'il soit convaincu. Voilà, exactement. Mais toi, dans ton quotidien à toi, de femme, qu'est-ce qui te donne de la joie? Est-ce que tu as des exemples concrets où quand tu vis, tu dis « Ah, ça, Oui. ça génère chez moi quelque chose de joyeux Oui, alors déjà, j'ai le même souci dans la vie de créer des moments de joie. Donc, je vais toujours organiser des petits trucs. J'aime bien que ça circule beaucoup, quoi. Donc, je vais toujours inviter des gens, faire des trucs. J'ai une vie très... je le dis dans le spectacle d'ailleurs, mais je vis un peu en kibboutz avec mes amis, moi. Enfin, je suis très connectée à mes potes. En WhatsApp et compagnie et en live, quoi. Vraiment, je les vois beaucoup, je vois beaucoup mes amis. En fait, je crée beaucoup de moments. Je suis pas du tout renfermée dans ma cellule familiale. Donc la joie, c'est le lien avec les autres, en fait. C'est le Pour lien moi, avec c'est tes le lien. amis. T'as ta bande d'amis. Ouais. Et ça, Mais c'est important. en général, la joie, c'est le lien pour moi. Après, je découvre, mais ça fait pas beaucoup de temps, je découvre la possibilité j'allais dire du plaisir solitaire, mais ça ne doit pas être entendu C'est-à-dire de la même manière. Il y a plein de manières de le concevoir, bien sûr. Mais je découvre vraiment la possibilité de kiffer seule, bouquiner. Enfin, moi, j'ai toujours fui la solitude complètement pendant des années, je détestais ça. Et maintenant, je voyais pas l'intérêt surtout. Et pourquoi ça te faisait peur? C'est ça, Oui, mais je voyais pas l'intérêt. J'étais là, genre, alors vraiment, un moment toute seule. Et j'ai plein de copains qui aiment bien faire des sas, genre repasser par chez eux. Ouais, là, j'ai besoin de 2-3 heures avec. Tu vois, et moi, je suis là, genre, ah, mais pourquoi faire? Enfin, vraiment, pourquoi des moments seuls, quoi? Pour Moi, j'ai jamais compris ce truc. Non, tu sais, pour te ressourcer. Maintenant, ça fait quelques temps que j'apprécie un peu déjà la marche, la marche ou vélo, marche, les moments de trajet. J'ai toujours aimé d'ailleurs les moments de trajet parce que ça c'est de la solitude, mais avec voler à la vie, avec de la route, ça j'ai toujours aimé. Mais même des moments de solitude où maintenant je pense que je pourrais partir 24 heures ou 48 heures toute seule et je kifferais, mais pas plus. J'ai cru que tu allais me dire, je pourrais un pas mois, faire non, une vraiment, semaine, jamais de la life. me faire une semaine de vacances tranquille pour me ressourcer. Enfin, si, j'ai déjà fait un voyage toute seule, mais en fait, t'es jamais tout seul quand tu fais un voyage toute seule. Tu rencontres des gens sur place. Je pense que j'ai passé 2 heures toute seule dans tout mon voyage, tu vois. Mais ça tient à quoi, ça? C'est une angoisse personnelle de te dire, je sais Non, pas je quoi pense que faire, t'as je des suis pas gens bien qui avec moi-même, je sais pas. Non, mais je pense que tu as des gens qui ont besoin d'être tout seuls pour se ressourcer ou se recharger. Et moi, j'ai besoin d'être au contact des autres pour me ressourcer et me recharger. Et au contact de tes enfants aussi, j'imagine. On parle de la joie, mais les enfants... Sûr que pour moi, c'est vraiment les moments de rigolade avec les enfants, je trouve que c'est vraiment unique, quoi. C'est un truc unique. C'est vraiment... je trouve ça génial. Mais je l'ai toujours eu, hein, même quand c'était pas les miens. Je trouve que les enfants... quand tu connectes avec des gosses et que tu as un moment vraiment de joie, de jeu, par exemple, les jeux... Tu joues avec tes enfants, toi? Ah ouais, mais moi je joue, mais pas du tout au Playmobil et tout, ça j'ai jamais su faire. Je suis là genre, I don't know, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je suis censée faire? Viens jouer avec moi, avec les figurines et tout, moi je peux pas. Mais en revanche, jeux de société, jeux de trucs. Par exemple, hier en voiture, en rentrant de chez ma pote, j'étais en voiture avec les petits et j'ai rencontré Maître Gims. J'ai vraiment rencontré, mon fils m'a fait écouter tout Maître Gims.
Et alors? Bah là, j'ai rencontré un artiste, j'ai rencontré Maître Gims. J'étais là genre, ah bon, tu kiffes Maître Gims, ok. Mais c'est bizarre, mais quand? Parce que je l'ai jamais écouté et tout. À l'école et tout, à 9 ans, t'écoutes Maître Gims, ah bon, et tout. Et en fait, le mec m'a fait écouter des tonnes de trucs, il connaissait tout par cœur. J'étais là, waouh, mais tu connais toutes les paroles. Mais c'est incroyable. Et en fait, c'était hyper drôle, genre on chantait dans la voiture et tout. Et puis, je dis Maître Gims, mais après, c'était genre tout ce qu'il écoute. Où j'étais là, genre, putain, je découvre, parce que c'est récent en fait, ça fait depuis cette année, mais je découvre que mon fils a une sorte de playlist, quoi. Mais c'est trop bien, c'est là Mais que c'est tu connectes, trop bien. c'est trop bien. C'est trop bien. Avec Et en fait, il m'explique pourquoi et tout, mais on a vraiment une grosse discussion, genre de qu'est-ce qu'il kiffe en musique et pourquoi il aime ça et ça et ça. Truc, il me fait écouter la dernière sensation rap, Chaka. Donc, ok, j'écoute Chaka. Et donc, il À le la chante. page. Non, mais trop bien, quoi. J'adore ce truc. Et c'est, en fait, c'est genre la curiosité, en fait. Donc en fait, c'est comme ça que tu connectes et comment tu cultives la joie avec Ouais. tes enfants. Ouais. C'est en partageant, quand ils te font partager un peu de leur univers aussi. Et que vous En fait, c'est échangez ça, parce que sinon, tu conçois toujours le rapport aux enfants, en général, des parents aux enfants. voilà, comme un rapport de transmission ou de don. Mais en fait, c'est un rapport de... C'est comme avec les spectateurs. C'est pareil. Il faut pas oublier qu'en fait, c'est un dialogue. C'est pas un monologue. Genre, même l'éducation, c'est un dialogue. C'est-à-dire que les mecs t'éduquent quand même. Bah oui, c'est important. Grave. Moi, je suis hyper... Alors, vraiment, pour le coup, c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis contente d'avoir des enfants, avec le fait de pouvoir aller en parc d'attractions de manière légitime. Mais il y a aussi l'idée de rester connecté à tout ce qui se crée. Ouais. La joie qui t'apporte évidemment. Laisse tomber. C'est au comme ça que j'ai quotidien. découvert que Diffoul était toujours sur Énergie, je crois. C'était Alors Skyrock. qu'avant, il Moi, était- quand je l'ai écouté, Skyrock. C'est ça, hein, quand j'ai écouté, moi Mais il j'étais est toujours jeune. sur Skyrock, alors que moi, Ouais. attention, moi, où est-ce que j'ai écouté Diffoul? Sur Fun Radio. Je pense que c'était sur Fun Radio. Donc Doc et Diffoul. avant, alors. Bah, Moi, Doc je et sais plus. Diffoul, Moi, c'était pour moi, sur il y quoi? avait Max de Fun Radio à Bien mon sûr. époque, hein, c'était voilà. Et c'était pas... Diffoul Et sur Doc- Skyrock, et il y avait avec pas Amaury. Doc et Diffoul Ah ça, là, qui tu me parlait perds. de sexualité. Bah, et on pourra demander à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent de nous aider là-dessus. Ouais, franchement. Aidez-nous parce que franchement, Donc moi, je me suis dit, putain, Diffoul, la longévité de carrière est folle, puisque personnellement, j'avais 12 ans quand j'écoutais Diffoul, et je mets Skyrock et je suis là, Diffoul? Mais Encore. c'est pas possible, c'est extraordinaire. eh ben, on l'embrasse si jamais il nous écoute. Hein. Bah C'est bien. bravo, bah C'est enfin, la joie, quoi. la joie. Tu penses que derrière la joie, il y a quand même quelque chose, c'est un masque la joie? On la met parce qu'on a d'autres choses qu'on veut garder pour soi ou Bah, en qu'on tout cas, n'ose je pense pas que c'est un montrer. masque positif. C'est un masque, il y a peut-être une partie, mais moi, je crois que c'est comme quand on dit l'appétit vient en mangeant. Je pense que... ce qui est vraiment très con, parce que non. Bah, sinon, t'as plus faim. C'est vraiment très bizarre. Non, apparemment non. Mais en revanche, ça marche pour la joie. C'est-à-dire que moi, je le fais tout le temps comme exercice. C'est vraiment un truc... parce que par ailleurs, c'est un exercice de yoga du visage, donc tout est toujours, Ça marche. tout est toujours intéressé. Mais en fait, quand tu te mets à sourire, ça change ton humeur. Donc en fait, on cultive ça, on entretient Ouais. ça et ça nous aide à aller. C'est presque la méthode Coué, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est Plus une tu copine dis t'es qui me joyeux, disait... Exactement. plus tu l'es. Et plus surtout, c'est pas tu dis, mais c'est que tu manifestes je sais pas comment dire, les trucs, les signes extérieurs de joie, et ça va créer quand même un autre sentiment à l'intérieur de toi. Et j'ai une copine qui m'expliquait ce truc il y a pas longtemps, des gens quand ils sont seuls, et c'est vrai que je l'ai remarqué depuis, quand ils sont seuls devant leur téléphone ou dans leurs soucis, enfin tu vois, quel qu'il soit, il y a un truc qui va vachement vers le bas, tu vois, les gens ils se crispent vachement, t'as la bouche et elle me dit, mais c'est flippant quand tu regardes les gens dans le métro ou en aéroport ou en salle d'attente, etc. Et vraiment tout le monde c'est pas fait la gueule, mais t'as une crispation de la mâchoire de ouf. Et en fait ça s'appelle, c'est un muscle qui est là, qui s'appelle genre le dépressor, angulus dépressor ou un truc comme ça. Oula, ah ouais, t'es calé C'est- quand même. Hein. Non, mais je sais, ça m'a fascinée. Je me suis dit qu'il fallait vraiment écrire là-dessus. Et donc, c'est un muscle qui s'appelle... Le nom du muscle, c'est le angulus dépressor, D'accord, je sais donc pas ouais, quoi. on sent un truc pas cool, quoi. Pas cool. derrière. Et en fait, je me dis, ah ouais, mais c'est l'inverse du sourire, tu vois. Le sourire, c'est genre vers le haut et tout. Enfin... Et en vrai,
maintenant que j'y pense, et ben, je me rends compte que hyper souvent, quand je regarde mon truc ou que je suis... nanana, tu crispes ça et tu crispes le truc et t'as l'air fâché. Alors que quand tu souris, tu détends tout. Mais grave. J'imagine que tu dois avoir des souvenirs de fou rire incroyables, toi. Tu sais, dans LOL qui ressort, par exemple, moi, je prends vraiment un rire nerveux de voir quelqu'un qui peut pas rire. Ah oui, Je trouve c'est ça énorme, ça, quand Ah tu oui, sais oui, que c'est tu le peux principe. pas. Bah oui, c'est ça qui marche très C'est bien ça. dans cette émission. Toi, en tournage, comment tu gères? Alors, pas forcément sur LOL qui ressort, hein, mais de manière générale, est-ce que tu as un souvenir vraiment d'un fou rire incontrôlable, un truc dans ta carrière où Oui. tu te dis, mais là... J'ai le souvenir d'un téléfilm épouvantable qui était l'un de mes premiers tournages. Et le téléfilm était épouvantable. Et, mon rôle avait aucun intérêt. Mais j'étais super contente de le faire, bien sûr, parce que je travaillais et c'était super, tu vois. Et j'ai rencontré Stéphane de Groot sur ce téléfilm. On s'est rencontrés là. Et on est devenus hyper copains à l'époque. Et le mec était tellement drôle. Mais vraiment, c'est fou, un esprit. J'ai eu le même truc quand j'ai rencontré après, plus tard, Vincent de Dienne, où je me suis dit, mais c'est extraordinaire, les gens. Tout va être transformé par leur esprit magique en blague ou en... Tiens, ils ont toujours la vision, le pas de côté sur n'importe quel événement ou phrase de la vie. C'est genre une tournure d'esprit fascinante. Et Stéphane, il avait ce truc-là. Et j'ai commencé à avoir un fou rire avec lui pendant une prise. Mais pendant une prise. Et comme c'était un téléfilm où vraiment, je pense que c'était à la chaîne, les trucs et tout, eh bien, dans le téléfilm, on nous voit avoir un fou rire. Mais non, Si, mais on a eu un fou rire qui a duré 2 heures, je pense. On n'arrivait plus à s'arrêter. Donc, en fait, il fallait bien qu'ils tournent. Donc, ils ont tourné. Et nous, on est en fond. C'est pas nous, c'est pas sur nous, la scène, en plus. Et on est comme ça. Ils ont lâché la rampe, ils se sont dit, quoi qu'il arrive, il faut y aller quand même. Ils ont lâché la Je pense rampe. qu'ils avaient lâché la rampe. Mais ils ont lâché la rampe, ouais. Et en fait, sinon, non. Parce qu'après, quand je suis... Maintenant, heureusement, je ne fais plus que des projets qui m'importent et dans lesquels je suis impliquée, etc. Donc, ça peut m'arriver, par exemple, dans la série Disney que j'ai faite, Ghost, Fantôme en héritage, que l'équipe était hilarante, il y avait Fred Testo, il y avait Poulpe, enfin, tous les gens, Afid Benamar, et ça, tout le monde est extrêmement drôle. Et donc, il y a eu des fous rires, mais évidemment, on arrivait à les juguler pour jouer ou à s'en servir. Ça reste des souvenirs de tournage, mais... Par contre, dans la vie, j'adore avoir des fous rires et on n'en a pas si souvent. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai eu un et j'ai dit, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai... Les fous rires où tu pleures. Ah là là, on les adore ceux-là. On a mal au ventre, où tu sais, vraiment, on ne peut plus se retenir. Et c'était quoi? C'était avec quelqu'un de ta famille ou des amis, justement, avec la bande de potes? Non, c'était avec des potes. C'était avec des potes sur un truc complètement débile. Et j'ai vraiment... complètement débile, mais vraiment... Et puis ça monte, c'est vraiment un truc, c'est une décharge. Genre vraiment, je comprends qu'il y ait des stages de fou rire, quoi. Mais ça existe, hein, ouais. Ouais. Il y a de la rirothérapie. Yoga du rire. Oui, c'est ça, ou rirothérapie. Mais du coup, c'est rigolo parce que je me rends compte que tu fais très attention à ça dans ta vie, quoi. Tu fais attention vraiment à la place du rire ou à la joie. Qu'est-ce que tu fais des autres moments? Parce qu'on en a forcément des autres moments où là, on n'a pas envie de rire, on n'est pas dans la joie, on a la nostalgie, on est triste. Comment alors, déjà, je me force... Ça fait partie de la vie, quoi. Oui, mais alors déjà, je me force quand je me réveille. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'étais très stressée. De tout, parce que j'avais plein de trucs et j'avais oublié des horaires et des choses. Et donc... ah tiens, c'est marrant. Donc, je me rendais compte que j'avais mal géré mon emploi du temps de cette semaine et que genre tous les jours étaient un petit cauchemar d'emploi du temps. Et je me suis dit, ok, donc je me suis vraiment réveillée, comme ça arrive à, je pense, plein de gens. Ce truc où tu te réveilles avec le nœud. Avec la boule, ouais. Et du coup, ça te donne un peu l'impression de ne pas avoir dormi. Bon, ok, ça c'est pas joie du tout ça. C'est chaos, t'es stressé. Pas joie. Tu te réveilles et t'as envie de taper dans un objet, un petit peu. Donc, tu l'as fait. Mauvais mood. Et donc en fait, je me dis, non mais moi ce qui m'aide, heureusement que je ne vis pas seule. Heureusement que je vis avec 3 personnes en fait. Parce que je m'oblige en fait. Je me dis, tu ne peux pas montrer ce truc-là. Donc je descends et je fais ha. Je fais un bisou au petit, ri, truc. Et vraiment, je joue un rôle. Mais c'est-à-dire que je joue un rôle. Je me dis vraiment, je fais, mais tout est faux. Enfin, je veux dire, j'ai envie de taper dans un objet. Mais je fais le truc et en fait, ça passe.
Mais pourquoi, oui, j'allais dire, pourquoi tu fais ça du coup? Pourquoi t'acceptes pas juste, ce matin, c'est un matin sans Moi, et c'est pas grave. Camille, elle doit pleurer, Camille, elle doit s'énerver, Camille, Ouais, mais elle peut pas toujours pas être dans le avec... contrôle des émotions. ouais, mais pas avec pas trop avec des gens. Même avec ta famille? Avec tes Ouais. plus proches? J'essaye vraiment de... Enfin, la façon dont ça sort, ça va être plutôt en truc complètement irrationnel. Genre d'un coup, je vais casser un bol et je vais hurler sur le bol. Bon. Parce qu'il va pas répondre, lui. Ouais. Hein. Après tout, est-ce qu'il est Et voilà, content, et pas je fais, content, on attends. s'en fiche. Et après, je vais faire... Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi, tout le monde est là, genre... Non, c'est normal, c'est ton petit pétage. Mais pourquoi tu sors pas ce truc avec les tiens, avec Bah, les moi, humains? ouais. Pourquoi sur les objets ou pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie. Moi, c'est ça, en préparant l'interview, je me suis dit, effectivement, il y a quand même un sujet autour de ça. On sent que tu es dans la joie, on sent que tu contrôles, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a derrière cette personnalité-là? La femme, qu'est-ce que ça dit de la femme? Mais en fait, il y a une très bonne copine à moi qui est notaire, donc elle doit vraiment avoir beaucoup d'emmerdes parce que je pense que c'est un métier horrible où les gens vraiment sont pas contents dans beaucoup de cas. Euh, Elle me dit que elle tient. Je lui dis mais comment tu tiens quoi? Parce que vraiment entre les divorces, les enterrements, les trucs, enfin les successions, enfin je veux dire c'est. Oui, c'est pas forcément. Ouais, et puis glam meuf, tous il les y en a jours. très Ouais. peu. Il n'y a pas de notaire meuf. Enfin, je veux dire, la meuf à 42 ans, elle est notaire à Lyon. Enfin, il n'y en a pas. C'est vraiment un miracle, la meuf. Et, euh, et je lui dis, comment tu tiens, en fait? Comment tu tiens les gens qui te parlent mal, les gens qui... Et elle me dit, tout ce qui n'est pas catastrophique dans 10 ans, enfin, ou dans 10 ans, tu te dis vraiment, c'était un non-événement, ne mérite pas de s'énerver aujourd'hui. Et j'étais là, ok, je vais essayer d'appliquer ce truc. Et ben, ce truc, je dirais pas que ça a changé ma vie. C'était il y a pas longtemps, hein, elle me l'a dit il y a 1 an. Parce que bon, je joue au Dalai Lama, mais je suis folle en vrai. Enfin, je veux dire, je ne le suis plus parce que je change, heureusement. Mais en vrai, j'étais quelqu'un de super impulsif, je m'énervais contre n'importe quoi. Ah ouais? Ouais, j'étais hyper impulsive. C'est-à-dire que joyeuse, folle. Joyeuse, hurlant sur un inconnu en vélo. Bon, ok. Donc, j'ai atténué ce truc-là et je vois que en fait, effectivement, on n'a pas besoin de ce truc de il faut bien sortir les choses et tout. Faut parler, mais moi je ne pense pas qu'on a besoin d'exprimer de la rage ou de la colère parce que je pense que c'est pareil que ce que je te disais sur la joie. En tout cas, mon expérience, ça ne veut pas dire du tout que j'ai la vérité. Je n'ai aucune vérité. Je suis une catastrophe. Je suis capable d'oublier un rendez-vous le matin même. Mais t'es là. Mais je suis là. Mais en vrai, d'expérience, j'ai l'impression que la colère nourrit la colère. Enfin, tu vois, et non pas que tu sors un truc et machin. Pas, en revanche, je sais pas, le sport, le truc, il y a des trucs qui sortent les énergies négatives. Mais moi, je ne crois pas que pleurer un bon coup fait hyper du bien. Pleurer un bon coup est parfois nécessaire et Bah ouais, inévitable. moi j'allais dire pleurer un bon coup, quelquefois, tu sais, quand Inévitable. vraiment émotionnellement t'en Oui. peux plus, ça libère quand même quelque chose, ou après il y a un bénéfice, on se sent quand même, on se dit ça y est, j'ai sorti. Parce que sinon tu sors comment tout ce que t'as? Tu le gardes en toi ou... Et après, moi, j'ai un métier particulier. Donc Donc déjà, tu gères tout sur scène. En fait, avec le métier de comédienne, toutes tes émotions, tu les bah, transfères dans le métier de comédienne. sur scène ou devant la caméra, mais il y a un truc de... Je pense quand même que... Ça, c'est la particularité. Donc ça, c'est vraiment... moi, j'ai l'impression que, effectivement, ça m'aide beaucoup. Enfin, ça... J'ai appris beaucoup en... En fait, tout me sert. Toutes les émotions me servent. Je suis tout le temps en analyse de comment quelque chose se produit, comment tu retranscris une émotion, comment tu retranscris une façon de parler, un personnage et ça. Donc, en réalité, ouais, je pense que j'ai beaucoup de choses qui passent à travers mon métier. Ouais, en fait, tu travailles sur toi, Ouais, quelque part, grâce à ton métier. ouais, Et ça, c'est important. ouais. Et du coup, ça enlève tes angoisses. Aujourd'hui, tu penses que tu Ouais, n'es mais je plus pense après, c'est pas angoissée? que dans mon métier parce que je pense, ouais. Oui. Plus Non, de... non, je suis très angoissée, évidemment. Parce mais que pas... la santé mentale, c'est un thème, tu l'as Ouais. dit en commençant ce podcast, ça fait partie du thème de ton spectacle. Oui. Et quand on lit les interviews que tu donnes, tu parles de ce thème. Donc on sent que c'est aussi quelque chose qui te tient très à Bah, cœur. bien sûr, parce que Ta famille a été concernée, que les femmes de ta famille, hormis ta maman, et tu l'as dit en Hyper. interview, ont été concernées par cette Ouais. problématique de santé mentale. Donc est-ce que c'est pour ça que tu t'y es intéressée, toi? Oui, évidemment. Et puis autour de moi aussi. Enfin, je veux dire, effectivement, j'ai eu beaucoup d'exemples et j'ai beaucoup d'exemples
de santé mentale très altérée. Et je l'ai eu beaucoup dans ma famille. Après, je pense que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une façon de nier les ambitions, les possibilités, les désirs des femmes qui faisaient que ça a créé de ce qu'on a appelé longtemps l'hystérie, qui de la mélancolie, en fait, d'autres mots pour dire ce qu'aujourd'hui on appelle dépression ou burn-out ou de charge mentale ou peu importe. Mais je pense que pendant des années, des décennies, voire des siècles, à différents moments et différentes échelles, la santé mentale des femmes, en fait, a été quelque chose de sacrifié pour le fonctionnement d'une société. Donc, c'est sûr que... c'est pour ça que les femmes développaient ce truc qu'on appelait l'hystérie, ce truc qu'on appelait la tomber en mélancolie. J'ai une tante dont on m'a toujours dit, oui, un jour, cette expression est folle quand même. J'ai même jamais entendu, moi. Tombée en mélancolie, et je suis là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour la dame ? En gros, on ne s'est jamais intéressé à elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Tu tombes dans moi, j'appelle ça la spirale du désintéressement. Surtout, j'ai l'impression que personne ne s'est intéressé à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber en mélancolie ? Ou elle était hystérique, ou elle... Voilà. En fait, mais moi, je pense que j'ai une famille normale. J'ai une famille traditionnelle française. C'est ça qui est fou. Donc, je pense que si c'est le cas dans ma famille, c'est le cas dans toutes les familles. Et pourquoi on n'en parle pas, justement ? Effectivement, tu dis, c'est presque un subterfuge. Tomber en mélancolie, c'est pour ne pas dire dépression, par exemple. Voilà. J'imagine, c'est une manière de cacher. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, c'est compliqué de parler de dépression, tu penses, dans notre société ? Une femme qui dit face caméra ou beaucoup moins. Maintenant, beaucoup pas, moins. Maintenant, beaucoup moins. Et puis, il y a des humoristes qui l'ont fait et c'est extraordinaire, d'ailleurs. Constance, elle a un spectacle sur carrément la dépression. Blanche, elle en a beaucoup parlé dans sa série. Forestier, elle en a super bien parlé aussi dans sa série. Avec toujours un peu le souci, en plus, de rester drôle, comme Blanche et comme Constance. En fait... c'est un sujet dont se sont emparées les femmes. Et à un moment donné, je m'étais dit, moi, mais carrément, ça me pose problème. Pourquoi les femmes parlent tout le temps de leur dépression ? Et en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est génial. C'est genre une étape. En fait, c'est comme une étape où, voilà, les femmes parlent de la santé mentale. Et d'une certaine manière, c'est une façon de parler du monde. Mmh. Et la prochaine étape, c'est que les hommes parlent aussi de la santé mentale. Parce qu'en fait, ça concerne et les hommes et les femmes. Et on en entend encore moins parler. Mais carrément. Panayotis. Et ça a eu un succès fou. C'est vrai. Et donc, c'est vachement intéressant. Parce que tu te dis, c'est marrant le pouvoir des tabous. Or, quand quelqu'un franchit le truc, t'es là genre... tout le monde attendait que le monsieur parle, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc très bizarre. C'est-à-dire que... parce qu'il en parle bien et qu'il en parle de manière sincère, je pense. Mais c'est quand même incroyable, le succès de son bouquin et de son spectacle. Mmh. Et il l'a dit, ça lui a fait du bien. Ouais, mais je pense que c'est libérateur. Ouais. Et ça, c'est important. Donc... évidemment, parce qu'en fait, sinon, c'est comme si on avait créé, l'homme a créé, l'humain a créé une société complètement folle, où en réalité, on est comme des hamsters dans des roues à pédaler. Donc à un moment donné, on fait une dépression parce qu'on pédale et on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, puis on sait qu'on va tous mourir, donc on ne comprend rien. On ne sait pas pourquoi on ne sort pas de la roue pour aller boire une petite bière avec un copain. On ne comprend pas ce qu'on fout. Ou une tisane, parce que voilà, on a besoin d'alcool. Voilà. Et en fait, du coup, tout le monde... il y a un moment de la société où tout le monde devient fou en disant « Mais qu'est-ce qu'on a créé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» quoi. Et ça, toi, tu arrives à le gérer à titre personnel ? Tu sais les moments où... Alors, on comprend que tu es quand même... Non, je pense que je ne sais pas gérer, par exemple, Mais je te dis, encore une fois, j'ai un problème qui arrive à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par leur métier. Il n'y a pas que les artistes qui sont intéressés par leur métier ou passionnés ou qui ont une implication forte dans leur métier. Donc, tous les gens qui ont une implication forte dans leur métier, d'abord, c'est une chance. Moi, j'estime que c'est une chance. Mais c'est aussi un sacerdoce parce que du coup, ton métier prend beaucoup de place. Toute la place. Et qu'en fait, pour aucune vie, je pense qu'il n'est bon que le métier prenne toute la place. Et donc toi, tu essaies d'équilibrer quand même un peu ou non, tu t'as acté que ça prenait toute la place? J'essaye d'équilibrer. Mais ça prend beaucoup de place. Ça prend énormément de place.
ça prend énormément de place. Je pense c'est très difficile d'être... De toute façon, c'est très difficile d'être quelqu'un d'équilibré en général. Mais je pense que quand tu es artiste, c'est compliqué d'avoir un juste... C'est exactement ce que j'allais dire, dans le sens où je me dis qu'en plus, avec ton métier qui est exposé, de comédienne, d'amour du public, c'est pas un métier où on se dit qu'il y a une stabilité émotionnelle logique justement, au départ. Pour ne pas devenir fou et pour rester dans la joie, il y a des trucs de base. Moi, je pense qu'il y a des trucs vraiment simples et de base. Mais je pense pas seulement pour les artistes, pour tout le monde. Que tu t'appliques toi. Ouais. Là, pour le coup, dire, ça, c'est toi. Ouais, c'est ça, Camille. Le premier truc, c'est éviter la spirale des jugements, etc. Donc, ne pas regarder. On peut utiliser les réseaux sociaux, c'est génial. Et d'ailleurs, moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés par les réseaux sociaux. Plein de gens qui sont maintenant importants dans ma vie ou avec qui j'ai fait des choses ou avec qui je vais faire des choses. Je trouve que c'est dément. Mais utilisé de manière positive. Je ne regarde jamais les commentaires de rien de ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'estime que s'il y a des choses intéressantes, elles vont me revenir. Voilà. Et de toute façon, j'ai des super attachés de presse qui s'occuperont toujours de me transmettre les choses intéressantes et de ne pas me transmettre les choses intéressantes. Non, mais je veux dire, je ne m'expose... Enfin, pour le coup, je ne prends pas l'écume négative. Et c'est mieux quelque part. Je ne le prends pas. Ça. Pareil, les articles, etc., je demande si c'est intéressant, bien ou pas. Ça ne veut pas dire que je prends que le positif, parce que sinon on ne grandit pas. Il faut quand même prendre les critiques. Par exemple, à la sortie d'un spectacle, ça c'est bizarre, j'ai une telle disposition mentale que je suis capable de tout recevoir. À la sortie d'un spectacle, quelqu'un va me dire j'aime pas ce passage ou je sais pas quoi, j'ai aucun problème. Mais les gens disent vraiment ça parce que j'ai dit en général, moi je discute beaucoup. Ouais, okay. Moi je discute beaucoup, donc ça peut arriver qu'on me dise par exemple ah j'ai vachement aimé mais alors j'aime pas ce passage ou ça m'a mis mal à l'aise et je vais toujours poser des questions. Demander, et ça m'est utile, et je trouve que un spectacle, l'avantage, contrairement à un film ou à une série, c'est que c'est pas verrouillé et je peux l'améliorer. Donc c'est génial, heureusement. Donc là, c'est une critique, mais parce que c'est une critique en live en fait. C'est une critique, j'ai des gens, des humains avec qui parlent à un humain et qui vont te dire des choses et la vie, il est évolutif, il est dynamique, et donc ça me plaît. Et c'est sur le boulot en plus. Mais voilà, exactement. Parce que tu imagines sur les réseaux sociaux, sur le physique, les choses comme ça. Je ne regarde pas. En fait, je ne sais même pas ce qui se dit. Et je ne sais pas, j'ai une barrière depuis Je pense que j'ai commencé un spectacle en 2007, t'imagines ? Mon premier spectacle, Camille Attaque, c'était en 2007. Et en 2007, c'était Facebook. Explosion de Facebook, ok ? Et là, c'est la première fois que je monte sur scène. Avec ce spectacle Camille Attaque. Et en fait, il y avait Facebook et il y avait ce truc, billet réduc. Ah ouais, ok. Qui existe toujours, j'imagine, évidemment. Ouais. Mais autant te dire que déjà à l'époque, je me suis mis un truc de ne pas le regarder, donc depuis, je ne suis jamais pu retourner. Mais extraordinaire, parce que c'est comme ça que les gens viennent voir une inconnue. Extraordinaire, tu vois, pareil. Côté positif, genre t'es inconnu, tu joues au point-virgule à 22h30, d'où il y a des salles pleines par les réseaux. Bien sûr, bien sûr. Mais je regardais les critiques sur Billet Réduc. Et la première fois que je regarde des critiques sur Billet Réduc, je vois, putain, quand je pense que j'ai annulé le match pour aller voir cette bouffonne. Vraiment un truc horrible. Et je regarde le truc et je suis genre... Hein? Et vraiment, je tombe en catatonie, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais attends, mais c'est horrible. Et je me suis dit... Ok, santé mentale, sauvegarde, tu ne regardes plus jamais. Tu bloques et c'est fini. Je n'ai plus ça fait trop de mal. Jamais regardé Billet Réduc. Plus jamais de toute ma vie. Je n'ai plus jamais regardé. Et c'est bien, c'est une philosophie et je pense que tu n'es pas la seule artiste à appliquer ça. Parce qu'effectivement, non, j'ai rencontré... le bon des réseaux sociaux, c'est bien et laisser le mauvais et d'avoir des espaces de bienveillance, de positif. Tu vois, un peu comme dans Boum Boum, ce à quoi nous, on a pensé quand on a fait ce podcast. Camille, c'est bientôt la fin de ce podcast, justement. On avance très vite. La dernière séquence de ce podcast, c'est Boum Boum ou pas Boum Boum. Si je te dis Boum Boum, c'est j'aime. Pas boum boum, j'aime pas. Et je te fais des propositions. Donc à chaque fois, tu me réponds. Je réponds boum boum, ou pas boum boum. Aller distribuer de la joie dans un milieu qu'on n'imagine pas joyeux, les prisons. Boum boum ou pas boum boum? Boum boum. Pourquoi? Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai fait il y a longtemps, mais je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis, c'est dans une prison longue peine en Pologne.
Et j'ai adoré, ça fait partie des expériences les plus importantes de ma vie. Et là, je joue dans une série qui s'appelle Zonze, qui est sur sur France TV, et qui parle des prisons, de la vie carcérale, etc. Et ça m'a vraiment rappelé énormément mes expériences en prison. Parce que dans la série, il y a un mec qui vient faire des ateliers et une fille qui vient faire des ateliers. Il y en a deux. Et moi, j'ai fait ça. Et c'est vrai que tu arrives de l'extérieur avec toute ta naïveté de ça et tu comprends ce que c'est que le milieu carcéral et que tu as besoin de semer de la joie, vraiment, pour le coup, pour que les gens ressortent sans avoir totalement capitulé. Et en fait, il faut que ce soit un espace qui change les gens en bien. C'est extrêmement compliqué. Donc oui, c'est un endroit... De toute façon, c'est... pour comprendre une société, il faut regarder comment fonctionne la prison. Ça dit beaucoup. C'est ce que disait Michel Foucault, en fait. C'était que comprendre une société, c'est comprendre la limite de la société, c'est la prison et les vieux. Qu'est-ce qu'on fait des vieux et qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on met en prison? Et en fait, c'est comme ça que tu comprends comment fonctionne une société et que tu vois comment la changer en bien. Et là aussi, tu t'y es intéressée. Ouais. Réagir au quart de tour quand tu te sens agressé. On parlait du vélo tout à l'heure. Boum boum, pas boum boum. Est-ce que quand quelqu'un... Je suis entre les deux. Je sais pas si tu te fais interpeller dans la rue, j'en sais rien. Je sais pas j'ai une nouvelle dynamique. Tu pètes un plomb ou pas? Non, j'ai une nouvelle dynamique, c'est d'envoyer du love, mais c'est hyper ironique. Mais maintenant, j'envoie du love. Quand quelqu'un me dit, tu vois, sale, bon, tu vois, je réponds, mais moi aussi, je t'aime. Tu vois, que des trucs comme ça. Et la réaction en face, du coup, c'est... Hyper déstabilisée, toujours hyper déstabilisée, genre vraiment. Genre, waouh. Mais oui, bonne journée, mais moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Voilà, toi, je t'aime. Je pense qu'il faut envoyer du love, de toute façon. Boum boum ou pas boum boum, l'expérience LOL qui ressort. Boum boum. Parce que d'abord, je vois que ça fait hyper marrer les gens. Donc ça, c'est quand même semeur de joie. Et en plus, j'ai eu la chance de la faire avec beaucoup de gens que j'adore. Donc, super promo. Vincent, Fred, Testo, Marina Rollman. Il y a plein de gens que j'aime beaucoup dans le truc. Mais tu t'attendais à ce que ce soit aussi dur de pas te marrer? Jérôme C'est Niel. super dur comme exercice. C'est super dur. C'est vraiment super dur. Mais c'est un exercice très marrant. Mais on le montre pas. Non. C'est jamais. Ça. Voilà. Le temps qui passe. Boum boum ou pas boum boum? Boum boum. Ah ouais? Apprentissage, expérience. T'es quand même... Enfin, moi, je suis de mieux en mieux, quoi. Ah, mais je pensais que t'allais me dire non, pas boum boum, les années qui passent, chiant, ça passe Non, mais parce vite, que les années qui passent, trop la joie de l'expérience, quoi. Ok. De plus en plus d'amis, de plus en plus de trucs parcourus. À raconter, d'expériences. Ouais. Boum boum ou pas boum boum, entendre dans la rue Châtelet, en référence à la flamme, bien sûr. Ah non, boum boum, quand même. Ça arrive. Bah oui, parce que les gens sont sympas. Et puis moi, c'est un personnage que j'adore, donc je le renierai jamais. La renierai jamais. Mais c'est arrivé beaucoup, non, j'imagine, parce que... Encore maintenant, hein. Ouais. Je sais pas, je pense que les gens continuent à le mater ou que ça reste dans les un peu culte parce que elle est très présente. Justement, qu'est-ce qu'elle avait de formidable, la flamme et le flambeau? Qu'est-ce qu'il y avait son de côté Balek. Elle, pour Châtelet, je pense que c'était ça. Et sur la flamme et le flambeau, je pense qu'il a inventé un truc, Jonathan. Il a inventé une forme de parodie ultime, quoi. Extrêmement drôle. Et qu'il y a été à 2000% dans la drôlerie et dans le ridicule et dans tout ça. Et ouais, il a inventé un truc, je pense. Donc on adore, boum boum. Réinventé, boum boum. Et enfin, l'algorithme sur les réseaux sociaux qui te propose ton ex plus sa nouvelle compagne. Boum boum ou pas boum boum? Ça, je dirais pas boum boum. Globalement, je dirais algorithme, pas boum boum. On n'aime pas. Bah non. Relou. Tu stalks beaucoup, toi? Tu regardes beaucoup tout ce qui passe? Ouais, non. Bah, en fait, c'est une accro aux réseaux sociaux? Non, parce que je sais que quand j'y vais, je deviens cinglée, donc j'y vais très peu. Et ben voilà. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Ouais. Camille, merci beaucoup d'être venue rien. dans ce fauteuil. Donc ça va. C'est ton spectacle à travers toute la France. Et puis à partir du 14 septembre, au Théâtre de l'Atelier, à Paris. Exactement. Et ben merde, comme on dit dans ce métier. Ouais, je prends. Et tu reviens quand tu veux. Et pareil pour ce podcast. Et ben vraiment, merci d'avoir accepté. C'est un vrai plaisir, ce moment avec toi. Partagez. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous laissez vos commentaires, vous likez, vous vous abonnez. Et puis à bientôt. Merci Camille. Salut. Bisous.